Pagira Giraimon, petit Paquera. Un jour, un chasseur Kaligna part à la chasse avec son arc et ses flèches. Il tue une biche, Kariakou, un singe, Kwata et un cochon, Pakira. Comme il était allé très loin, il boucane ses gibiers. Il se fabrique un panier avec des feuilles de palmier Kumu, le Wayalibo. Il les met dedans. Il prend son chemin du retour. Il marche avec son Wayalibo sur le dos. Il n'arrive pas à la maison. La nuit tombe. Le chasseur doit passer la nuit en forêt. Il coupe les feuilles de palmier Wasai. Il se fait une hutte au milieu du chemin, ne sachant plus aller, car il fait très noir. Il rentre son Wayalibo de gibier boucané dans la hutte. Il n'arrive pas à dormir. Il pense beaucoup. Soudain, le chasseur entend un bruit. Boum! Dans la nuit. Il se dit, là, je suis mort. Ça doit être Kulupi, l'esprit de la forêt. Le bruit s'approche. Boum! 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 De plus en plus. Boum! Jusqu'à ce qu'il arrive à ses côtés. Kulupi lui demande, « Qui es-tu? Que fais-tu sur mon chemin? » Le chasseur lui répond, « C'est moi, Pakira Kiraimyo. Et toi? » L'esprit de la forêt répond, « C'est moi, Kulupi. Si tu es un vrai Pakira Kiraimyo, montre-moi ta patte. » Le chasseur fait sortir la patte du Kariakou sur le feuillage. Kulupi dit, « Que tu as de belles pattes et de beaux ongles, montre-moi donc ta main. » Le chasseur fait sortir la patte du Kwata. Kulupi dit, « Que tu as de belles mains, si tu es vraiment le Pakira Kiraimyo, montre-moi encore une fois ta patte. » Le chasseur prend une cuisse du Pakira et la sort. « Ah, tu es vraiment un Pakira Kiraimyo, dit Kulupi. Kulupi sent l'odeur de l'être humain. Il ne veut pas croire. Il dit, « Si tu es vraiment le Pakira Kiraimyo, montre-moi encore une fois ton visage. » Le chasseur prend du courage. Avec un geste brusque, fait sortir la tête du Pakira avec les crocs dehors. Kulupi fait un bond en arrière. Il dit, « Non, 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 ton visage est très laid. Rentre-le. Tu m'as fait très peur. J'ai vraiment vu que tu es un vrai petit Pakira. Tu peux rester là. Moi, je continue mon chemin. » Kulupi est parti et le chasseur est resté sain et sauf. Mademoiselle prétentieuse. Mademoiselle Fionissa est une belle jeune femme qui habite dans un village. Plus belle jeune femme qu'elle tu ne trouveras pas. Mais elle croit être la plus belle au monde. Elle fait du cinéma. C'est pour cela qu'on la surnomme Samekesani, la demoiselle prétentieuse. Elle refuse chaque homme qui vient la demander en mariage. Le premier homme, elle trouve qu'il a une trop grosse tête. Le deuxième, elle dit qu'il a un trop gros nez. Le troisième, elle trouve qu'il a de trop gros yeux. Aucun homme n'est assez beau pour elle. Sa mère essaie de la raisonner pour qu'elle arrête de croire être la plus belle au monde. Mais rien à faire. Elle dit qu'elle veut un bel homme. Un jour, un bel homme qui se prénomme Moiboy, joli garçon, qui a entendu parler de Samekesani, arrive dans le village pour la demander en mariage. Lorsque Samekesani lève les yeux et voit Moiboy, elle faillit devenir folle. Quand Moiboy lui parle, elle accepte tout de suite, sans réfléchir. Elle présente Moiboy à sa mère. « Maman, j'ai trouvé l'homme que je veux. Son nom c'est Moiboy. C'est avec lui que je vais vivre. » « D'accord, nous parlerons plus tard. Que Moiboy dorme dans la petite maison d'à côté et demain nous verrons comment nous allons arranger cela. » Mais la mère sent déjà que quelque chose ne va pas. Moiboy n'est pas un homme ordinaire. Le soir, la mère appelle Samekesani. « Mon enfant, tu ne connais même pas ce garçon. Tu ne peux pas rechercher qui il est vraiment, qui est sa famille, où il habite et ce qu'il fait avant d'accepter? » « Non, ma mère, je veux de lui. Il est beau. » « D'accord, mon enfant, c'est comme tu veux. Mais quand même, va te coucher et réfléchis encore. » Quand tout le monde se lève le matin, on remarque que beaucoup de coqs et de poules ont disparu. Il n'y a plus d'œufs dans les poulaillers. Tous se demandent ce qui s'est passé. Qui a fait cela?
la mère de Mekesani comprend tout de suite que Moiboy a quelque chose à voir dans cette histoire. Elle appelle Mekesani. Mekesani, je ne veux pas que tu vives avec ce garçon. Mère, je veux de lui. Cet après-midi, je partirai avec lui. D'accord, ma fille. Puisque tu ne veux pas m'écouter, tu peux y aller. Mais avant que tu partes, j'ai quelque chose à te donner. C'est quoi, ma mère? C'est une aiguille. On l'appelle aiguille de feu. Tu peux coudre avec, mais si quelque chose vient pour te faire du mal, tu peux l'utiliser pour le piquer. C'est pour cela qu'elle doit toujours être sur toi. Même quand tu es au lit, elle doit être à côté de toi. Oui, mère, je ferai comme tu as dit. Quand l'après-midi arrive, Moiboy et Mekesani se préparent et partent. Ils marchent jusqu'à la tombée de la nuit et ils s'arrêtent en route pour dormir, mais Mekesani n'a pas oublié ce que sa mère lui a dit. Alors qu'ils dorment, vers minuit, Mekesani sent qu'on l'étrangle. Quand elle ouvre les yeux, elle voit que c'est Moiboy qui s'est transformé en monstre. Il crie « Je vais te tuer et te manger comme je l'ai fait avec les coqs, les poules et les œufs. » Mekesani crie. Et elle se souvient de ce que sa mère lui avait dit à propos de l'aiguille. Elle lance sa main et prend l'aiguille, pique Moiboy. Moiboy crie, tombe par terre, commence à brûler jusqu'à devenir de la cendre. C'est à présent que Mekesani comprend pourquoi sa mère lui a dit que le nom de l'aiguille, c'est aiguille de feu. Cette même nuit, elle marche jusqu'à son village. Elle raconte à sa mère tout ce qui s'est passé. La mère lui dit, « Mon enfant, tu as compris maintenant que tu dois écouter ta mère lorsqu'elle te dit quelque chose? C'est vrai, maman, tu as raison, je vais t'obéir à partir d'aujourd'hui. » Depuis ce jour-là, Mekesani a changé. Elle obéit à sa mère, ne fait plus de cinéma et ne croit plus être la plus belle au monde. À présent, on l'appelle à nouveau de son vrai prénom, Fionissa. Enfants, obéissez à vos mamans. Cric, crac, c'est l'histoire de l'araignée qui mange le jaguar. Anansi l'araignée vivait avec sa femme Makuba et ses enfants, Ontiman, à Sengeho, à Panikitapun, dans un petit village, où un jour la famine leur rend visite. Ils n'avaient plus rien à manger et avaient très faim. Anansi est un homme qui n'aime pas avoir faim, mais n'aime guère travailler. En revanche, Anansi, il est très malin. Anansi s'assoit sur un banc et commence à réfléchir comment trouver de quoi manger. Il envoie son fils chercher à manger, mais celui-ci revient sans rien. Puis les deux autres enfants, qui reviennent eux aussi, bredouillent. Pour finir, il envoie sa femme Makuba, mais elle revient les mains vides. Soudain, lui vient une idée à la tête. Anansi dit, « Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais manger comme père tigre le jaguar. » Sa femme Makuba lui répond, « Mais tu es fou, Anansi. Manger le tigre, n'importe quoi. » Sur ces belles paroles, Anansi a été voir compère Tigre, le jaguar. « Bonjour, mon ami. Comment vas-tu ?» lui dit Anansi. « Comme tu le sais, c'est la famine dans le village, il n'y a plus rien à manger. Mais moi, je sais que toi, tu as de quoi manger. Fais-moi un prêt. Je voudrais 1 kilo de riz, 1 kilo de sel et 1 litre d'huile. » « C'est tout ?» lui demande compère Tigre le jaguar. « Tu ne veux pas de viande ?»« Ne t'en fais pas pour la viande, lui dit Anansi. « Et quand me rendras-tu mon dû ?» lui demande compère Tigre. « Cet après-midi même, vieux frère. » Sur ces paroles, Anansi retourne chez lui. Il avait fait ce qu'il avait dit. Anansi avait trouvé de la nourriture pour sa famille. « Mais où est la viande ?» demande sa femme. « Ne sois pas pressée, ma chère, lui dit Anansi. Ce sont les grains de riz qui font les sacs de riz. Cet après-midi, la viande viendra d'elle-même. » Effectivement, le tigre se présente au bout de 3 heures pour récupérer son argent comme il avait dit. Dès qu'il le voit arriver,
Anansi se met à courir avec toute sa famille pour rentrer dans une ruche vide qui se trouvait derrière la maison. Mais le tigre les voit et il demande « Anansi, pourquoi cours-tu? Où est mon argent ?»« Ah, désolé, je n'ai pas ton argent pour te payer, vieux frère, » lui dit Anansi. « Comment? Tu me fais venir ici et tu me dis que tu n'as pas mon argent? Eh bien, dans ce cas, je vais te manger, » lui dit Compère Tigre. « Ah ah, essaie de m'attraper si tu peux, » lui dit Anansi. Tigre se met en colère. « Mais je suis le tigre. Personne ne me manque de respect. Je vais te le prouver de suite. » Tigre arrache la ruche de terre et la prend sur ses épaules. Derrière la maison d'Anansi coule une rivière où habite une anguille. Tigre lui demande « Anguille, j'ai besoin de tes services. J'ai besoin d'aller chercher du bois pour faire un bon feu. Peux-tu me surveiller cette ruche ?» Anguille lui répond « Oui, mais fais vite, car moi aussi j'ai affaire. » Le tigre s'en va chercher du bois, et pendant ce temps, Anansi et sa famille sortent de la ruche. L'anguille lui dit « Anansi, où vas-tu ? Le tigre m'a demandé de surveiller la ruche pour lui. »« Mais qu'est-ce que tu es bête, anguille ! Tigre t'a dit de surveiller la ruche, pas moi, » lui dit Anansi. L'anguille obtempère et ne donne pas l'alarme. Anansi va se cacher derrière un arbre de vapa avec sa petite famille. Lorsque le tigre revient, il soulève la ruche et la trouve bien trop légère. « Anguille, où est passé ce qu'il y avait dans la ruche ?»« Ah, tu veux parler d'Anansi et de sa famille, » lui dit l'anguille. « Comme tu m'as dit de surveiller la ruche et pas ce qu'il y avait dedans, je les ai laissés partir. Dans ce cas, c'est toi-même qui finiras au fond du feu, » lui dit Compère Tigre. Il attrape Anguille par le cou et la jette dans le feu. Anguille commence alors à danser sur le feu. Papala, 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 papala. Tigre n'en revient pas. Anguille a l'air contente. Mais Anguille, dit Compère Tigre, quel plaisir prends-tu donc à danser comme ça? Ah, tu veux voir? Eh bien, viens et prends ma place, lui dit Anguille. Le tigre était à peine arrivé sur le feu que son poil s'est enflammé et qu'il s'est évanoui de douleur. Quant à Anansi, il a aussitôt envoyé sa femme et ses enfants chercher plus de bois et il s'est approché du tigre. Muni d'une corde, il a alors attaché, bien serré, le tigre qui n'avait plus de poils et il a assaisonné avec du sel, du miel et du piment, puis il a commencé à le faire boucaner. Quand le tigre était bien cuit, toute la famille d'Anansi l'a dégusté. C'est alors qu'Anansi dit « Pitiko a pas maladie. » Ce n'est pas parce que quelqu'un est petit qu'il ne faut pas se méfier de lui. Araignée et serpent. Cric, crac, messieurs cric, messieurs crac. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a bien longtemps de cela. À cette époque, dit-on, tous les animaux savaient parler. Il n'avait pas plu durant toute cette année-là. Le paysage offrait un spectacle misérable. Les rivières, les criques, les prairies étaient asséchées. Les animaux mouraient de faim et de soif. Ils n'avaient plus de force et se terraient dans leur abri. Un jour, Anansi l'araignée découvrit lors de sa quête alimentaire un immense abatis planté d'ignames. Il y en avait à perte de vue. Comme elle ne vit personne aux alentours, elle, si maligne, décida de les voler. Elle remplit donc son catorido de ces beaux légumes. Sur le point de s'en aller, Serpent montra sa tête, tira sa fine langue et lui dit d'un ton grave « Voleuse, tu as pris mes ignames, sans mon autorisation. Je vais te mordre. »« Non, dit Anansi, non, laisse-moi amener les ignames à ma famille qui meurt de faim. Tu viendras me mordre demain au petit matin. » Serpent consentit, car il était plus bête que méchant. Puis il s'en alla. À peine Anansi avait-elle parcouru la moitié du chemin qui conduisait chez elle qu'elle rencontra Maïpouri le tapir. Celui-ci avait tellement faim et soif que sa langue pendait jusqu'au sol.
Tu es en bien mauvais état, Maïpouri, dit Anansi. Viens à la maison, j'ai un katouri plein d'ignames. Nous les cuirons et nous mangerons. Maïpouri accepta l'invitation sans se faire prier et suivit Araignée. Ils firent cuire une grande chaudière de légumes et tous se régalèrent. Au moment de se séparer, Anansi dit à Maïpouri, « Mon ami, puisqu'il est si tard, reste dormir avec nous. Il y a un lit près de l'entrée. Couche-toi et si tu entends cogner à la porte, tu ouvriras. » Au petit matin, Maïpouri, tout endormi, entendit « To-to-to » à la porte. Il s'empressa d'ouvrir. Dès que celle-ci s'ouvrit, Serpent, sans regarder, plongea la tête, piqua le tapir et s'en alla. Maïpouri tomba raide mort au sol. Anansi ne perdit pas de temps. Elle découpa le tapir, en sala une moitié, en boucana le reste. Elle en fit maintes préparations. Maïpouri en colombo, rôti, fricassé. Lorsque le dernier morceau fut mangé, Araignée retourna sur la bâtie de Serpent. Les ignames étaient encore plus belles, plus appétissantes. Il en remplit un plein katouri d'eau. Mais Serpent veillait. Il allait se jeter sur Anansi lorsque cette dernière lui dit « Non, non, pas maintenant. Laisse-moi amener les ignames chez moi. Tu viendras me mordre demain au petit matin. » Serpent consentit car il était plus bête que méchant. Puis il s'en alla. Sur sa route, Anansi rencontra Tatou qui ne tenait plus sur ses pattes, tellement la faim le torturait. Il lui dit « Oh, j'ai peine à te voir, Tatou. Viens à la maison, j'ai un katouri plein d'ignames. Nous les cuirons et nous mangerons. » Tatou suivit péniblement Anansi. Après avoir bien soupé, Tatou, le ventre tellement plein, se coucha près de la porte et s'endormit aussitôt. Anansi pensa tout de suite à l'arrivée de Serpent au petit matin. Il aura de quoi accompagner ses ignames pendant quelques jours. Au petit jour, Araignée entendit cogner à la porte. Elle appela Tatou, mais personne ne répondit. Elle sortit de son lit et vit un grand trou près de la porte. Elle comprit tout de suite que Tatou était parti dans la nuit. Serpent, impatient, cogna de nouveau. Anansi, dans une réflexion rapide, fit un grand « boum » sur son tambour qui fit trembler toute la case. « Qui a fait ça ?» crie-t-elle. « Serpent, c'est toi qui as fait ce gros P ?»« Ce n'est pas moi, » dit Serpent d'une voix à peine audible. « Ce n'est pas moi. »« Si c'est toi, » dit Anansi. « Depuis quand parle-t-on avec le ventre? Les gens bien élevés parlent avec leur bouche. »« Je te jure, Anansi, ce n'est pas moi qui ai fait cela. J'ai trop de respect pour toi. »« Oui, c'est toi-même !» se mit à hurler Anansi. Serpent eut peur. D'une voix tremblante, il dit à Anansi, « Anansi, ouvre la porte. J'ai besoin de te parler. Je te jure que je n'y suis pour rien. » Araignée ouvrit la porte d'un seul coup. Serpent entra. Anansi, la rusée, se mit à l'écart. « Si ce n'est pas toi, tu n'as aucune crainte à avoir de mon sabre, dit Anansi. Mets ta tête sur ce billot. Les gens qui ne montent pas ne meurent pas. » Serpent posa sa tête sur le billot. D'un coup de sabre, d'un seul, Anansi le décapita. Tout de suite après, il fit savoir au tambour à tous les animaux de la forêt que Serpent était mort et qu'on pouvait aller sur son abatis prendre des ignames. Tout le monde eut à manger jusqu'à l'arrivée de la pluie. Cric, crac, messier cric, messier crac. Drôle d'anniversaire. Pour fêter leur anniversaire de mariage, Campertig le jaguar et sa femme élèvent un cochon. La bête bien nourrie devient grosse et grasse. Jour après jour, Campertig salive à la voir s'ahandir de la sorte et n'a qu'une envie, la dévorer à lui tout seul. Par une nuit bien noire, il se rend dans le parc à cochons, badigeonne l'animal de roucou, d'huile de wara, des pieds jusqu'à la tête en passant par les oreilles, sans oublier le bas du ventre. Le lendemain matin, lorsque Madame Tig se rend dans le parc à cochons, elle pousse un cri d'effroi. « Ah ! Mon mari, regardez, il est malade, notre cochon. » Feignant la surprise, Campertig répond. « En effet, il est bel et bien malade, notre cochon. Nous devons nous en débarrasser. De ce pas, je m'en vais le tuer et l'enterrer loin de chez nous, dans la forêt.
Et c'est ainsi que Campertig attrape le cochon, lui attache les pattes et l'embarque dans une brouette. Avant de partir, il se dépêche de placer quelques ustensiles de cuisine dans son cateau-rideau. Après avoir longtemps marché, Campertig, un peu fatigué et surtout impatient de se faire une bonne fricassée, s'arrête. L'endroit est plutôt pas mal, mais à peine s'est-il installé que des mouches envahissent les lieux. Campertig reprend son cateau-rideau, enfourche sa brouette et poursuit son chemin. Peu de temps après, il s'arrête de nouveau, mais l'endroit est aussitôt envahi par des fourmis. « Je n'ai pas fait tout ce chemin pour partager le cochon ni avec des mouches, ni avec des fourmis », s'écrie-t-il. Tig remet le chemin sous ses pattes. Après avoir longtemps marché, il arrive dans une petite clairière. Il n'y a ni mouches, ni fourmis. Voilà l'endroit rêvé. Je pourrais enfin déguster le cochon. Campertig tue l'animal, le découpe, lui prend le foie, les poumons, le cœur, quelques belles côtes et se prépare une bonne fricassée. Lorsqu'il porte à la bouche son premier morceau de cochon roussi, il entend une voix résonner. « Tombez, Megoué, tombez !» D'un coup d'un seul, Tig s'écroule par terre, puis renfle d'un profond sommeil. Massala, le maître des bois qui le surveillait, se rapproche alors de la marmite et dévore toute la fricassée. Quand il a fini, il prononce ces mots. « Levez, Megoué, levez !» Tig revient à lui, tandis que Massala disparaît dans un épais nuage de fumée. Dans la marmite, il n'y a plus rien. Campertig rugit de colère. « Messieurs Cric, messieurs Crac !» Bien décidé à ne pas se laisser piéger une seconde fois, Campertig aux aguets fait rôtir la moitié du cochon. La viande est maintenant cuite à point. Le regard toujours à l'affût, Tig découpe une belle tranche et s'apprête à croquer quand soudain il entend « Tombez, Megoué, tombez !» Tig pour la deuxième fois s'affale sur le sol. Massala s'approche du rôti et n'en fait qu'une bouchée. En partant, il ordonne « Levez, Megoué, levez !» Lorsque Tig se réveille, furieux, il peste et s'emporte contre lui-même. « J'ai fui mon logis pour dévorer ce cochon à moi tout seul. Et voilà que quelqu'un d'autre se régale à ma place. Il faut absolument que je me débarrasse de cet indésirable. Aussi, je vais tout préparer et l'attendre de pied ferme. Il ne sortira pas vivant de mes griffes et de mes dents. » Avec le reste du cochon, Campertig prépare un colombo. Certain de démasquer le coupable, Campertig va se cacher derrière un arbre. Mais rien n'y fait. Au bout d'une heure, il est toujours derrière son arbre, et le colombo est maintenant froid. Alors Campertig sort de sa cachette et s'écrie « Comment, vous ne venez pas, je vais me mettre à table !» En faisant mine de vouloir croquer un morceau de viande, la voix de Massala retentit. « Tombez, Megoué, tombez !» Tig s'écroule pour la troisième fois. Massala s'installe et dévore tout le colombo. Quand il s'est bien régalé, le sourire aux lèvres, il prononce pour la toute dernière fois la formule magique. « Levez, Megoué, levez !» Puis il disparaît dans son épais nuage de fumée. Lorsque Campertig retrouve ses esprits, il ne reste absolument rien du colombo de cochon. Dépité, il rentre chez lui. De retour à la maison, sa femme lui demande « Alors mon mari, et le cochon ? Le cochon ne m'en parle pas !» répond-il avant de s'enfermer dans sa chambre. Et comme il n'était pas parti à la chasse et qu'il n'y avait rien à manger, sa femme lui a préparé une bonne bouillie de terre glaise qu'il a avalée sans rechigner. Cric, crac, et-i-cric, et-i-crac. C'est depuis ce jour, messieurs et dames la société, que Tig se contente de terre glaise lorsqu'il n'y a plus rien à manger. Cric, crac, c'est l'histoire de Koba et Lessé. Une mère avait un enfant unique. Cette fille s'appelait Koba. Cette fille demandait souvent pourquoi elle n'avait pas de frère ni de sœur avec qui jouer. Cette question
est bien sûr resté sans réponse. Un jour, la mère et sa fille descendent au fleuve pour faire la vaisselle. Elle commence à faire la vaisselle. Ça. La mère voit une écume qui passe sur l'eau. Elle l'attrape et la pose au creux d'un rocher. Pendant qu'elle faisait la vaisselle, ça. Elle entend le cri d'un bébé. Ouin, ouin, ouin. Elle cherche d'où vient le bruit. Ouin, ouin, ouin. Elle se retourne et voit à la place de l'écume un bébé. Elle prend le bébé, elle appelle Koba et elle rentre au village pour présenter l'enfant à son compagnon. C'est alors qu'elle demande à son mari: « Comment allons-nous l'appeler ?» Le père lui répond qu'il ne sait pas. « Je sais, lui dit sa femme, nous allons l'appeler Laissé. Mais attention, personne ne devra jamais l'appeler Écume, car si on l'appelle ainsi, elle reviendra écume. » Les mois et les années passent et Laissé devient une jolie petite fille. Un beau jour, les parents se préparent pour aller à la bâtie. Ils demandent aux enfants de surveiller le riz qu'ils ont mis à sécher au soleil. Koba et Laissé répondent « Oui, oui, on va s'en occuper. » Le riz est au soleil et les enfants jouent ensemble. À un moment donné, les poules s'approchent pour picorer le riz resté au soleil. C'est alors que Koba dit « Laissé, va chasser les poules. » Laissé répond « Koba, va chasser les poules. » Laissé reprend « Koba, va les chasser toi-même. » Koba dit alors « Laissé, j'ai dit va chasser les poules ou je t'appelle par ton nom défendu. » Laissé lui répond « Koba, va chasser les poules toi-même. » Koba dit alors « Écume, j'ai dit va chasser les poules. » Laissé commence à pleurer et prend le chemin du fleuve tout en chantant. Pendant ce temps, la mère qui était à la bâtie entend souffler un grand vent. C'est alors qu'elle comprend que quelque chose est arrivé au village. Elle prend le chemin du retour. Pendant ce temps-là, Laissé continue d'avancer vers le fleuve. La mère arrive au village, elle va Laissé dans le fleuve avec de l'eau qui lui arrive à hauteur des genoux. Laissé reprend son chant. La mère court vers le fleuve, l'eau est maintenant à hauteur du nombril de Laissé. La mère continue de courir et l'eau arrive à hauteur du front de la petite fille. La mère monte sur les rochers pour essayer d'attraper Laissé par les cheveux, mais c'était trop tard et la mère n'avait que l'écume au fond de ses mains. De retour au village, elle corrige Koba, mais cela ne ramène pas Laissé. Sois satisfait de ce que tu as et fais son bon usage. Araignée et iguane. Monsieur Araignée avait un abatis où il plantait toutes sortes de légumes. Il travaillait dur. La vie était dure pour lui. Mais chaque jour, quand il allait voir son abatis, il voyait que quelque chose mangeait ses légumes. Il se demanda alors, « Mais qu'est-ce qui mange mes légumes ainsi? De toute façon, je dois venir tôt le matin pour voir cette chose. » Monsieur l'araignée vint 2 jours à l'abatis tôt le matin, mais il ne vit pas la chose qui mangeait ses légumes. Mais le 3e jour, quand il arriva à l'abatis, qui était là en train de manger les légumes de Monsieur Araignée? Monsieur Iguane. Monsieur Iguane, c'est toi qui manges mes légumes depuis si longtemps? Aujourd'hui, tu es mort. Monsieur Araignée, ne me tue pas s'il te plaît. Je vais te faire avoir une meilleure vie. Quelle meilleure vie tu vas me faire avoir? Tu vois l'arbre haut qui est aux abords de ton abatis? Grimpe jusqu'à son sommet, lâche et tu verras. Quoi? Tu me dupes? Tu veux me tuer? Je ne veux pas te tuer. Grimpe et tu verras.
C'est d'accord. Puisque tu as dit que je devais grimper, donc j'y vais. Monsieur Araignée alla et commença à monter. Quand il arriva au milieu de l'arbre, il demanda à Iguane. « Je dois grimper encore ?» « J'ai dit jusqu'à la cime. » Monsieur Araignée monta encore un peu et il redemanda la même chose. Iguane lui dit « Jusqu'au sommet. » Monsieur Araignée monta jusqu'au sommet, il dit « Je dois lâcher ?»« Oui, tu peux lâcher. Tu es sûr, tu ne me dupes pas pour que je meure. Je ne te dupe pas, lâche. » Monsieur l'araignée hésita, et il lâcha vigui, jusqu'à ce qu'il arrive presque à terre, et il atterrit, tchala, miraculeusement dans un beau village. Les gens crièrent, « Monsieur araignée est arrivé ici! Monsieur araignée est arrivé ici! » Ils se réjouirent avec lui, et ils le mirent dans une belle maison bien garnie. Mais ils lui dirent que la petite chambre qui était fermée, il ne devait pas l'ouvrir. Il ne devait absolument pas entrer là-dedans. « Je ne l'ouvrirai pas, je ne rentrerai pas dedans. » Mais qui ne connaît pas l'araignée avec sa curiosité? 3 jours passèrent. Araignée ne s'était pas occupé de la petite chambre fermée. Mais le 4e jour, il se demanda, « Mais pourquoi les gens ne veulent pas que j'aille dans cette petite chambre? Peut-être que c'est là qu'il y a les meilleures choses. Je dois voir ce qu'il y a dans cette chambre. » Araignée alla, il ouvrit la porte, couin. Dès qu'il poussa sa tête saut dans la chambre, il se retrouva dans son abatis. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai faim ?» Quand il tourna sa tête, qu'y vit-il? Monsieur Iguane était dans l'abatis en train de manger ses légumes. Il lui dit, « Monsieur Iguane, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Tu es un animal mort. Il n'y a pas de problème. Tu peux me tuer. Ne dis pas ça. Dis-moi pour que j'aille grimper sur l'arbre. Libre à toi d'y aller, mais moi je ne t'envoie pas. Sur ce, je vais monter. » De ce pas, il commença à monter. Arrivé à la cime de l'arbre, il demanda à l'iguane. « Je dois lâcher. Fais comme tu veux. » L'araignée lâcha vigui et tomba bouf. Il éclata en 1000 morceaux et mourut. La morale de cette histoire est qu'il ne faut pas être trop têtu. Voler, trouver. Le père Joseph était garde-chasse. Un jour qu'il travaillait dans la forêt, il entendit les cris d'un tout petit enfant. C'était un garçonnet qu'un oiseau de proie avait volé à sa mère et avait déposé au sommet d'un grand arbre. Le père Joseph recueillit l'enfant perdu et décida de l'élever avec sa propre fille, la petite Linette. Il le nomma Voler, trouver. Linette et Voler, trouver s'aimaient tendrement. On ne les voyait jamais l'un sans l'autre. Le père Joseph était veuf. C'était Mame et Suzanne, une vieille cuisinière qui tenait le ménage, et il y avait aussi dans cette maison Dudule, un valet, pour faire les gros travaux. Un soir de clair de lune, Linette aperçoit Mame et Suzanne qui va et vient du puits à la cuisine en transportant des seaux d'eau. Elle remplit un chaudron énorme, sorti on ne sait d'où, et que Linette n'a jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que tu vas faire cuire dans cet énorme chaudron, Mame et Suzanne ?»« Oh, c'est un secret. Mais si tu promets de ne rien raconter à personne, je te le dirai. » Linette promet. Alors Mame et Suzanne lui expliquent que le lendemain matin, après le départ du père Joseph pour la forêt, elle viendra prendre Voler trouver dans son lit et le mettra à cuire dans l'eau bouillante du chaudron. Le lendemain, à l'aube, la porte claque. C'est le père Joseph qui part travailler dans la forêt. Les enfants sont encore au lit. Linette réveille Voler trouver et lui dit « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. » Il répond « Ni maintenant, ni jamais. » Alors elle lui dit « Mame et Suzanne se prépare à te faire cuire dans un énorme chaudron.
Mais cela n'arrivera pas tant que nous resterons ensemble. Habillons-nous vite et sauvons-nous par la fenêtre. L'eau bout dans le chaudron. Mamie Suzanne entre dans la chambre. Les enfants se sont sauvés. Par Dieu, que va dire le père Joseph? Elle appelle Dudule, le valet. Les enfants se sont enfuis, ils ne doivent pas être loin. Avec tes grandes jambes, dépêche-toi de les rattraper et ramène-les en vitesse. Dudule part au pas de course. Les enfants qui se reposent dans une clairière l'aperçoivent de loin. Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Transforme-toi en églantier, je serai ton églantine. Dudule ne trouve pas la moindre trace des enfants. Il rentre à la maison. Je n'ai rien vu, mamie Suzanne, rien qu'un églantier avec son églantine. Imbécile, il fallait briser l'églantier et me rapporter l'églantine. Retourne-y et fais ce que je viens de te dire. Dudule repart dans les bois. Les enfants l'aperçoivent de loin. Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Transforme-toi en chapelle, j'en serai la petite statue. Une nouvelle fois, Dudule ne voit rien, ne comprend rien, il revient à la maison. Je n'ai rien vu, mamie Suzanne, qu'une chapelle avec sa petite statue. Il fallait briser la chapelle et me rapporter la petite statue. Tu es vraiment trop bête, je vais y aller moi-même. Elle part en courant sur ses vieilles jambes. Les enfants la voient arriver de loin, toute rouge de sueur. Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. Transforme-toi en étang, je serai la petite canne qui nage dessus. Quand mamie Suzanne voit l'étang, elle se met à quatre pattes et entreprend de le boire pour le mettre à sec. Mais la petite canne s'approche vivement. Avec son bec, elle attrape la vieille par les cheveux et la fait basculer dans l'eau. C'est ainsi que mamie Suzanne, la redoutable sorcière, se noya. Linette et Volet Trouvé, la main dans la main, rentrèrent à la maison le cœur joyeux. Et s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore. Petit caillou et brin de laine. C'était un frère et une sœur. Le premier aimait les cailloux, la deuxième les brins de laine. On les nommait Petit caillou et brin de laine. Ils venaient de perdre leur mère. Leur père s'était remarié avec une femme étrangère et elle était très dépensière. Elle achetait sans réfléchir, ne faisait pas de provisions. Quand il y avait, et on mangeait tout et beaucoup, mais quand il n'y avait plus rien, on commençait à s'inquiéter. Et ce jour-là, on y était. Il n'y avait plus rien du tout, plus rien à donner aux enfants, plus de farine, plus de pain, encore moins de confiture, plus de salé, plus de pâté, plus rien dans le garde-manger. Le père ne savait plus quoi faire, mais sa femme avait une idée. Elle y pensait depuis longtemps. Emmène donc les enfants au plus profond de la forêt et fais en sorte qu'ils se perdent. Les bêtes sauvages, les ogres ne vont en faire qu'une bouchée. Ils ne souffriront pas longtemps et nous ne souffrirons plus et surtout nous n'aurons rien vu. C'était le noir, c'était le soir, la nuit tombait, les enfants avaient entendu et ce jeu-là les amusait. Le lendemain, au petit jour, le père proposa aux enfants d'aller marcher dans la forêt. Vous verrez, on va s'amuser. Il prit un chemin compliqué qui tournait, montait, descendait pour qu'on ne le retrouve pas. Petit Caillou, évidemment, avait des cailloux dans ses poches, de petits cailloux ronds et blancs qu'il disposa sur le chemin pour les retrouver en rentrant. Ils marchèrent pendant longtemps, s'amusèrent pendant longtemps ils s'amusèrent, aussi longtemps et plus encore. Le père les encourageait. Il avait déjà son idée. Il proposa « Faisons la sieste » et il s'installa contre un arbre. La journée avait été longue
Les enfants étaient fatigués, ils se mirent autour de lui et tenaient serrés dans leurs mains les vieux bouts usés de sa veste pour ne pas le laisser partir. Ils finirent par s'endormir. Il fallut qu'il quitte sa veste et qu'il les abandonne là avec sa veste. Quand les enfants se réveillèrent, la nuit allait bientôt tomber. Petit Caillou retrouva le chemin avec et la maison et leurs parents qui regrettaient amèrement d'avoir agi si méchamment. Le temps passa. On retrouva de quoi manger et à nouveau, on oublia d'aller faire des provisions. Il n'y eut plus de quoi manger et la femme recommença à proposer ses mauvais plans. Ce matin-là, au petit jour, le père éveilla ses enfants et leur proposa cette fois de s'en aller chercher du bois. Il choisit un autre chemin plus compliqué que le premier. Brindelène avait dans ses poches de jolis petits brins de laine qu'elle accrocha sur les buissons pour les trouver en revenant. Il fallait ramasser du bois, le père leur dit. « N'ayez pas peur, si je m'éloigne, je ne partirai pas sans vous. Écoutez le bruit de ma hache et vous saurez que je suis là. » C'était bien vrai. Ils l'entendaient. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que le bruit qu'ils entendaient n'était plus le bruit de sa hache, mais celui de ses deux sabots qu'il avait pendus à un arbre et qui se cognaient en bougeant. Quand vint le soir, ils découvrirent le père envolé, les sabots, retrouvèrent évidemment les jolis petits brins de laine et le chemin et la maison et leurs pauvres méchants parents. Le temps passa et comme les premières fois, la misère recommença. Il ne restait plus qu'un gros pain et cette fois, la mère prit les choses en main. Elle emmena les deux enfants avec le pain. Et déjà ils étaient en route. La mère s'était assurée que Petit Caillou et sa sœur n'avaient rien caché dans leurs poches. Elle les conduisit en haut d'une pente vertigineuse. Elle sortit de son panier le pain qu'elle avait apporté, elle le laissa échapper. Le pain débaroula la pente. Elle cria « Oh mes enfants, c'est tout ce qui reste à manger. Allez vite me le chercher. » Ils s'élancèrent, mais le pain avait roulé loin. Quand ils purent le rapporter, la mère était déjà partie. La nuit commençait de tomber. Petit Caillou et Brindelène étaient perdus. Petit Caillou grimpa jusqu'au sommet d'un arbre. Il regarda autour de lui, il vit au loin une lumière. Il lança alors son chapeau vers la lumière, et marchant de l'arbre vers le château, puis en continuant tout droit, ils trouvèrent une maison avec une très grande porte. Ils frappèrent. Une gigantesque main les attrapa et les jeta dans la maison. C'était Grand Ogre qui ouvrait. Il les installa sur la table, ferma la porte et s'approcha. Miam, 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 miam. Oh qu'ils sont beaux. Je vais les couper en morceaux. Il reçut un coup sur la tête, c'était son épouse l'ogresse, c'était elle qui commandait dans la maison. Tu ne mangeras rien du tout, il faut d'abord les engraisser, ils sont maigres à faire pitié. Grand Ogre se gratta la tête. C'est vrai, ils sont très maigres, ils n'ont que la peau sur les os, il vaudrait mieux qu'ils soient plus gros. On coucha les petits nouveaux dans le lit où dormaient déjà les deux petits-enfants des ogres. Ces deux petits ogresillons portaient au cou un collier d'or, tandis que Petit Caillou et Brindelène ne portaient qu'un collier de paille. Petit Caillou échangea vite les colliers. Quand l'ogresse fut endormie, Grand Ogre monta au grenier, à tâtons il tâta les coups, et quand il les crut reconnaître, il égorgea à gros bouillon ses deux petits ogresillons.
ce qui lui valut le matin de douloureux coups de bâton. Petit Caillou et Brin de Laine grossissaient. L'ogresse disait à Grand Ogre, tu vois comme ils sont gras. Un jour que l'ogre était parti, Brin de Laine s'en vint trouver l'ogresse pour lui demander où elle faisait sa cuisine. L'ogresse était vraiment très fière de lui montrer son grand fourneau. Elle était bonne cuisinière. Un enfant peut-il y entrer? Évidemment. Une ogresse y tiendrait aussi? Pas de souci. 2 ogres y tiendraient aussi? Montrez-moi si vous y rentrez, sinon je crois que vous mentez. L'ogresse glissa dans le four, et c'était vrai, elle y tenait, elle y resta, elle y cuisit. L'ogre arriva un peu plus tard, il demanda « Où est ma femme? Où est ma petite chérie ?» Brin de Laine lui répondit « Elle est ici, et elle lui montra le four. Il se pencha pour regarder. « Je n'y crois pas. Penchez-vous encore, s'il vous plaît. » Il se pencha encore un peu et elle le poussa dedans, tout à côté de sa chérie. Tous deux en sortirent rôtis. Brin de Laine délivra son frère et ils s'en revinrent chez eux. Ils étaient en bonne santé car ils avaient beaucoup grossi. Ils n'étaient plus du tout perdus car ils avaient trouvé les bottes qui mènent où l'on veut aller. Ce fut chez eux qu'ils se rendirent. Ils n'étaient plus mal habillés car ils rapportaient les trésors que les ogres avaient cachés. Ils retrouvèrent leurs parents, ils dormaient à même la table, les 2 enfants les réveillèrent, leur montrèrent tous leurs trésors et leur donnèrent à manger. Ils grandirent alors ensemble. Dodo, dodo, papa et maman font dodo. Pauvres papa et maman, ils ont eu tant de tourments. Dodo, dodo, papa et maman font dodo. Nous allons grandir ensemble, nous allons grandir ensemble, nous allons grandir ensemble, grandir ensemble. Les 7 corbeaux. Il était une fois un homme et une femme qui avaient déjà 7 garçons quand leur vint enfin une fille. Tant espérée, mais si chétive. Le père trembla de perdre ce petit être à peine né. Il y avait au bas du pré une source d'eau vive que l'on disait miraculeuse. Il envoya à cette source ses 7 garçons puiser de l'eau dans une fiole de cristal. Les 7 frères partirent au pas de course. Arrivés à la source, ce fut à qui puiserait l'eau. « Moi, non c'est moi !» Tant et si bien que le flacon échappa à leurs mains fébriles et alla se briser en éclats sur la dalle. L'écho de ce fracas tinta à l'infini. Soudain figés de peur, les 7 garçons ne bougeaient plus. Là-bas, à la maison, le père, inquiet pour sa petite, criait au même instant « Maudit garçon, où traîne-t-il? Puisse-t-il se transformer en corbeau et que seule cette fillette puisse les délivrer un jour ?» L'air chuinta. 7 corbeaux, survolant la maison, s'envolèrent par-delà la forêt. La fillette ne mourut pas. Elle grandit en ignorant qu'elle avait eu des frères. Or, un jour, de grosse lessive, elle avait environ 7 ans, elle vit sur la corde à linge sécher 7 petites chemises. À qui sont ces chemises? Elles sont trop petites pour être à papa. On lui raconta l'histoire de ses 7 frères transformés en corbeaux le jour de sa naissance. La nuit suivante, elle s'enfuit de la maison. Elle n'emporta rien qu'un fragment de cristal de la fiole cassée. Elle marcha longtemps.
elle arriva au pays des étoiles. Elle les salua, elle leur raconta son histoire. L'étoile du berger lui répondit: « Pour délivrer tes frères de la malédiction, tu dois leur tisser 7 chemises d'ortie sans prononcer un mot. Ensuite, tu chercheras la montagne de verre. C'est là que vivent tes 7 frères. Voici la clé pour en ouvrir la porte. » Elle lui donna un petit bout d'os. La fillette remercia, mit la clé dans sa poche et dit au revoir aux étoiles. Elle marcha longtemps. Elle trouva un champ d'ortie. Elle s'assit, fila, tissa, cousit 7 chemises d'ortie sans prononcer un mot. Quand les chemises furent faites, elle reprit sa route. Elle marcha longtemps. Elle trouva la montagne de verre. La porte était fermée. Elle alla dans sa poche pour y prendre le petit os. La poche avait un trou et l'os avait filé. Alors, elle prit son couteau et se coupa le petit doigt pour en faire une clé nouvelle. Cela marcha très bien. La porte s'ouvrit toute grande. Il y avait une salle à manger, le couvert était mis, 7 assiettes et 7 gobelets, et le repas servi. La fillette mangea une bouchée dans chaque assiette et but une gorgée dans chaque gobelet. Puis elle alla se coucher dans un petit lit blanc. Arrivèrent les 7 corbeaux dans leur livrée de plumes noires. « Qui a mangé dans mon assiette? Qui a bu dans mon gobelet? Oh, regardez ce fragment de cristal de la fiole que nous avons cassé. Quelqu'un de par chez nous est venu jusqu'ici. Si c'était notre sœur, nous serions bientôt délivrés. » C'était à qui croassait le plus fort. La fillette se réveilla. Elle entra doucement dans la salle à manger. Elle jeta une chemise sur chacun des frères corbeaux. À l'instant, dans un fouillis de plumes noires qui virevoltèrent partout, les 7 corbeaux redevinrent garçons. Toute la nuit, ils firent fête, et dès le lendemain matin, ils s'en allèrent tous ensemble, les 7 garçons et leur vaillante sœur, retrouver leurs parents à la maison. La parole touche souvent ce que la flèche ne peut atteindre.